À 68 ans, après 43 ans de mariage, mon mari m'a regardé de l'autre côté de la table et m'a dit qu'il voulait divorcer. Pas d'hésitation dans la voix, pas de larmes dans les yeux, juste cette phrase, posée là comme on pose une facture à régler. Je m'appelle Augustine Fontaine, et ce soir-là, ma vie a basculé. Mais pas de la façon dont Hector l'avait prévu. Nous habitions Bordeaux depuis toujours, dans une belle maison à 2 étages sur la rive droite, la maison où nous avions élevé nos 2 enfants, Éloise et Joachim, celle où les petits-enfants venaient passer les étés. 43 ans de vie commune, de repas partagés, de vacances en Bretagne, de Noël en famille. Éloise vivait à Bordeaux, pas loin de nous. Joachim s'était installé à Paris depuis quelques années pour son travail. J'avais été institutrice pendant 20 ans avant de sacrifier ma carrière pour le suivre lors d'une mutation professionnelle à Bordeaux. Depuis, je gérais notre foyer, nos finances, notre quotidien, pendant qu'Hector grimpait les échelons dans son cabinet de conseil financier. Les premiers signes, je les ai ignorés. Un matin de mars, Hector est descendu prendre son café avec du parfum. En 43 ans de mariage, cet homme n'avait jamais mis de parfum pour aller au bureau. Une réunion avec des clients, a-t-il marmonné sans me regarder. Quelque chose s'est noué dans mon ventre, mais je me suis dit que j'exagérais. Puis les appels téléphoniques qu'il prenait dans le garage, les week-ends de golf qui le laissaient bizarrement bronzer, des reçus de restaurants que je ne connaissais pas, glissés négligemment dans ses poches. Quand je posais des questions, il soupirait fort, comme si j'étais déraisonnable. Des dîners d'affaires, Augustine, tu ne comprendrais pas. Et les fleurs, plus jamais pour moi. Mais je l'entendais au téléphone, la voix douce, presque tendre. Oui, des roses. Les rouges. Tu sais lesquelles. Cette tendresse-là, il y avait longtemps qu'il ne me l'offrait plus. Le soir où tout a éclaté, j'avais préparé un pot-au-feu, comme sa mère le faisait. Il a à peine touché son assiette. « Augustine », a-t-il dit en reposant sa fourchette avec un claquement sec. « On doit parler. Je veux divorcer. » Les mots ont flotté dans l'air de la cuisine. Je les avais redoutés depuis des semaines, mais les entendre quand même, ça faisait l'effet d'une gifle. Il avait déjà consulté un avocat. Il voulait la maison, la voiture, les comptes d'épargne, le portefeuille d'investissement et la maison de vacances en Bretagne. Pour moi, une petite pension mensuelle. Il a fait glisser une chemise cartonnée sur la table. Mon avocat dit que c'est plus que correct. Tu devrais faire vérifier ça par quelqu'un. J'ai ouvert la chemise. Le langage juridique était dense, volontairement opaque, mais le résultat était limpide. Hector prenait tout. Et en parcourant ces pages, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû vérifier depuis longtemps. La maison était à son nom. La voiture, à son nom. Les comptes d'investissement, à son nom. La maison de Bretagne, à son nom. En 43 ans, je n'avais jamais pensé à vérifier. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions mariés. Nous étions censés être partenaires. J'ai relevé les yeux vers lui. Il attendait, les bras croisés, déjà certain de ma capitulation. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit calmement. Il a haussé les épaules. 1 semaine. Mais Augustine, je ne changerai pas d'avis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis restée assise à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, la chemise cartonnée devant moi, à faire l'inventaire de ma propre vie. 43 ans. 2 enfants élevés en grande partie seuls pendant qu'Hector construisait sa carrière. Une maison entretenue, des repas préparés, des fêtes organisées, la longue maladie de sa mère gérée à sa place quand il était trop occupé pour venir à l'hôpital. Et ma carrière d'institutrice, abandonnée sans que personne ne me le demande vraiment, parce que c'était évident. Parce que c'était moi qui m'adaptais, toujours. Qu'est-ce que j'avais à montrer pour tout ça? Légalement, apparemment rien. Le lendemain matin, j'ai appelé Éloise. Elle a décroché, surprise. « Tout va bien, maman? Ton père veut divorcer, ai-je dit simplement. Silence. Puis, non, maman, c'est pas possible. Si. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent chez lui ces derniers temps? Une hésitation. Il était bizarre à la fête du cabinet en janvier, a-t-elle admis.
Il y avait une femme, dans la quarantaine, qui lui tournait autour toute la soirée. Il l'a présentée comme une collaboratrice. Vanessa Mercier. Mais maman, la façon dont il se regardait, voilà. La confirmation de ce que je savais déjà au fond de moi. Je lui ai demandé de ne rien dire à Hector et de me trouver le nom d'un expert comptable judiciaire, pas encore un avocat de divorce. Quelqu'un qui sache chercher ce qui se cache. Elle m'a rappelé le soir même avec un nom. Étienne Moreau, installé à Bordeaux, réputé dans les affaires de dissimulation d'actifs. Cher, mais sérieux. J'ai pris rendez-vous le lendemain avec l'argent de mon compte personnel, celui qu'Hector me laissait pour les dépenses du foyer. Dans son bureau du centre-ville, Étienne Moreau m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai mentionné les anomalies que j'avais moi-même repérées dans nos finances, il s'est penché en avant. « Vous avez accès au relevé bancaire ?»« Je gère le compte courant du foyer », ai-je répondu. « Mais Hector a plusieurs comptes auxquels je n'ai pas accès directement. Je vois juste les virements quand il déplace de l'argent. »« C'est suffisant pour commencer », a-t-il dit. Les jours suivants, je suis devenue une étrangère dans ma propre maison. Pendant que Hector était au bureau, je photographiais méthodiquement tout ce que je trouvais dans son bureau. Relevés, contrats, reçus, documents d'investissement. J'ai créé une adresse mail qu'il ne connaissait pas et j'ai tout transmis à Étienne Moreau. Je me sentais comme une cambrioleuse dans ma propre vie, mais l'alternative était de signer ses papiers et de disparaître. Hector a senti le changement. Je suis devenue polie mais distante, jouant le rôle de la femme résignée. « Tu as réfléchi pour les papiers ?» a-t-il demandé un soir, l'air faussement détaché. « J'examine encore mes options, » ai-je répondu. Sa mâchoire s'est crispée. « Augustine, tu ne changeras rien en traînant les choses. »« Peut-être. Mais je veux comprendre ce que je signe. » Quelque chose dans ma voix l'a rendu méfiant. Tant mieux. Le coup de téléphone d'Étienne Moreau est arrivé 10 jours plus tard. « Madame Fontaine, il faut qu'on se voie. » J'ai senti mon cœur se serrer en m'asseyant en face de lui. Sur son bureau, des documents étalés en éventail. « Est-ce que votre mari vous a déjà parlé d'une société appelée Lumière Conseil ?» Non. Pourquoi? Parce qu'il en est le gérant. Enregistré il y a 3 ans. Cette société reçoit des commissions de la part de clients du cabinet d'Hector. Des commissions qui ressemblent fort à des rétrocessions occultes. Et au cours de la seule année écoulée, il a transféré près de 200 000 € de vos actifs communs vers des comptes liés à cette structure. 200 000 €. La pièce a semblé vaciller autour de moi. Il planifiait ce divorce depuis longtemps, a continué Étienne Moreau. En dissimulant ses actifs, il fait paraître son patrimoine beaucoup plus faible qu'il ne l'est réellement. Si vous signez ces papiers, vous renoncez à de l'argent qui vous appartient légalement. On peut le prouver, ai-je demandé. On peut, a-t-il répondu. Mais Madame Fontaine, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? J'ai pensé aux roses rouges, à la tendresse dans sa voix au téléphone. À 43 ans que je croyais réelle? Oui, ai-je dit. Je suis prête. Ce soir-là, Hector est rentré et m'a trouvée dans le salon, les papiers de divorce posés sur la table basse. Enfin, prête à signer? A-t-il demandé avec ce sourire que je commençais à détester vraiment. J'ai levé les yeux vers lui. « Dis-moi, Hector, c'est quoi exactement Lumière Conseil ?» Le sourire a disparu d'un coup. Il est devenu blanc. « Comment tu… » Il s'est repris. « C'est une petite activité annexe, rien qui concerne le divorce. »« Ah bon ? Parce qu'il me semble qu'une somme assez importante de notre argent commun a transité par là ces derniers temps. » Son regard a durci. « Tu as fouillé dans mes affaires. »« Nos affaires, ai-je corrigé doucement. »« Nous sommes encore mariés, Hector. Régime de la communauté réduite aux acquêts, tu te souviens ?» Il a fait un pas vers moi. « Augustine, a-t-il dit d'une voix basse et froide, tu fais une erreur. Signe les papiers. Prends ce que je t'offre. Ne complique pas les choses. » Ou quoi? Il n'a pas répondu, mais son regard m'a tout dit. Le lendemain matin, j'ai contacté maître Isabelle Renaud, avocate spécialisée dans les divorces à forts enjeux patrimoniaux à Bordeaux. En fin d'après-midi, c'est moi qui avais déposé une demande de divorce, selon mes propres termes. Les comptes joints ont été bloqués dans la foulée. Une plainte formelle concernant Lumière Conseil a été transmise au parquet. Hector est rentré ce soir-là comme un orage. Il a claqué la porte si fort que les vitres ont tremblé.
Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-il crié en débarquant dans la cuisine où je préparais mon dîner tranquillement. Je me fais une salade. Tu en veux? Ne joue pas à ça avec moi. J'ai bloqué les comptes pour protéger ce qui m'appartient légalement. Il n'y a plus de ce qui nous appartient. Il hurlait maintenant. J'ai gagné cet argent, c'est le mien. Le tribunal en décidera, ai-je répondu sans hausser le ton. 2 jours plus tard, il est revenu. Pas seul. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais. La quarantaine, blonde, soignée, une robe qui valait probablement le prix de mes courses du mois. Elle s'est avancée dans mon couloir, comme si elle avait l'habitude d'entrer chez les gens sans y être invitée. Je suis Vanessa Mercier, la collaboratrice de Hector. Je voulais vous parler femme à femme. Hector vous a offert une sortie digne. Vous devriez la saisir. Ce que je vois, ai-je répondu calmement, c'est que mon mari détourne des fonds de son cabinet et dissimule des actifs matrimoniaux. Le collier que vous portez, Cartier si je ne me trompe pas, a été acheté il y a 4 mois avec de l'argent provenant de Lumière Conseil. C'est techniquement de la complicité. Elle a porté la main à sa gorge. Vous êtes folle. Peut-être. Nous verrons ce qu'en pensent les autorités. C'est là qu'elle a levé la main gauche, délibérément. Une bague de fiançailles, grosse, ostentatoire. Hector et moi allons nous marier dès que le divorce sera prononcé. Toutes mes félicitations. J'ai regardé Hector. Tu sais qu'elle s'appelle en réalité Vanessa Lim? Qu'elle a changé de nom après une mise en cause dans une affaire similaire à Paris? Qu'elle a un historique documenté avec des hommes mariés fortunés? Hector la regardait maintenant avec des yeux différents. Vanessa, est-ce que c'est... On s'en va, a-t-elle coupé en lui saisissant le bras. Très bien, ai-je dit en tenant la porte ouverte. Et Hector, les serrures seront changées demain. Mon avocate dépose une demande d'ordonnance de protection ce soir. Si tu veux récupérer tes affaires, elle organisera ça en présence d'un huissier. Ils sont partis. J'ai fermé la porte à clé, puis je me suis appuyé contre le mur et j'ai laissé mes mains trembler. 3 jours après, une femme a appelé sur mon portable. Madame Fontaine, je suis maître Claire Dupont, l'avocate d'Hector. Je pensais qu'on pourrait avoir une conversation informelle entre nous. Rien n'est jamais informel avec un avocat. Je vous écoute. Hector regrette sincèrement l'escalade de ces dernières semaines, a-t-elle dit avec une voix parfaitement lisse. Il est prêt à vous faire une proposition bien plus généreuse. Vous restez dans la maison pendant 1 an, le temps de vous organiser. La pension mensuelle est revue à la hausse. En échange, vous retirez vos plaintes et signez l'accord révisé. J'ai senti le poids de cette proposition. La maison encore 1 an, moins de stress, la fin des nuits sans sommeil. Tout ce que j'avais à faire, c'était laisser Hector s'en tirer. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Nous avons jusqu'à vendredi, a-t-elle répondu avant de raccrocher. J'ai immédiatement appelé Maître Renaud. Sa réponse était sans appel. Hector est paniqué, Augustine. Son cabinet a ouvert une enquête interne. Si vous retirez vos plaintes, tout s'éteint discrètement. C'est exactement pour ça qu'il propose ça maintenant. Et si je refuse? Ça devient plus difficile, plus long. Mais vous avez l'avantage. La réponse est non, ai-je dit. Le lendemain, Joachim a sonné à ma porte avec sa valise. Il avait pris le premier train disponible dès qu'Éloise l'avait appelé. « Maman », a-t-il dit en me serrant fort, « je suis là. » Quelque chose s'est brisé doucement dans ma poitrine, dans le bon sens. Le soir, tous les 3 autour de la table, j'ai tout raconté. Lumière Conseil, les 200 000 €, Vanessa, les menaces. Leurs visages se sont assombris au fil du récit. « Il ne s'en sortira pas avec ça », a dit Joachim. « Maman, on est là pour tout ce dont tu as besoin. » J'ai une amie analyste financière, a ajouté Éloise. Je lui ai déjà transmis les documents. Elle dit que le dossier est solide. 2 jours plus tard, Hector et Vanessa ont réapparu. Ils sonnaient à ma porte ensemble. Hector avec son air de circonstance, Vanessa derrière lui, les bras croisés. « On voulait juste parler », a dit Hector. « Dernière chance, Augustine. Arrête tout ça. On peut encore régler ça proprement. » « Vous remplacez », a lâché Vanessa, incapable de se retenir. Hector a eu beau lui toucher le bras, elle a continué. « Vous êtes une vieille femme qui s'accroche. » Hector a tourné la page.
Acceptez-le. J'ai regardé Vanessa tranquillement. Je lui ai rappelé que j'avais ses antécédents documentés et que tout était entre les mains de mon avocate. Puis, j'ai ouvert la porte. Joachim se tenait derrière moi. « Je pense que vous avez votre réponse », a-t-il dit. Ils sont partis. 1 heure plus tard, un message d'un numéro inconnu. « Tu aurais dû accepter l'accord. Tu vas le regretter. » J'ai transféré le message à Maître Renaud. « Preuve de harcèlement », a-t-elle répondu. « Parfait. » Il panique vraiment. L'audience s'est tenue un mardi matin de septembre au tribunal judiciaire de Bordeaux. 6 mois après le soir du pot-au-feu et de la chemise cartonnée. Je n'avais presque pas dormi, mais j'étais prête. Hector était assis à la table de la partie adverse avec 2 avocats en costume. L'air d'un homme qui n'a pas bien dormi depuis longtemps non plus. Vanessa était dans la galerie, visiblement enceinte. La juge Marie-Claire Sanson a pris place avec cette façon d'occuper l'espace qui indique qu'on ne lui fait pas perdre son temps. « Commençons », a-t-elle dit. Maître Renaud a présenté les faits avec une précision chirurgicale. La société Lumière Conseil, créée 3 ans plus tôt. Les transferts de fonds matrimoniaux, environ 200 000 €. Les rétrocessions occultes perçues de clients du cabinet. Les relevés, les virements, les emails. Et surtout, la double comptabilité qui montrait le revenu réel d'Hector, 370 000 € annuels, déclaré à 200 000 pour minimiser la prestation compensatoire. L'avocat d'Hector a tenté d'objecter. La juge Sanson l'a coupé d'un regard. Puis Maître Renaud a appelé son témoin surprise, Patrice Leclerc, directeur associé du cabinet. « Monsieur Leclerc, » a dit Maître Renaud, « pouvez-vous décrire les conclusions de l'enquête interne de votre cabinet concernant Monsieur Fontaine ?» Leclerc avait l'air d'un homme qui préférerait être ailleurs. Nous avons constaté des irrégularités dans plusieurs dossiers gérés par Hector Fontaine. Des fonds de clients étaient orientés vers des prestataires liés à Lumière Conseil. Quand nous avons découvert qu'il en était le gérant, nous avons mis fin à son contrat. Nous coopérons actuellement avec le parquet. Des charges sont attendues dans les semaines à venir. La salle a frémi. Hector était debout. C'est faux, c'est monté de toutes pièces, c'est Augustine qui a tout orchestré. « Asseyez-vous, monsieur Fontaine », a dit la juge Sanson. Sa voix n'était pas forte, elle n'avait pas besoin de l'être. Alors j'ai demandé à prendre la parole. La juge a acquiescé. J'ai regardé Hector, cet homme que je ne reconnaissais plus, et j'ai parlé sans élever la voix. Pendant toutes ces années, j'ai géré notre foyer, élevé nos enfants, renoncé à ma carrière pour suivre ses choix. J'ai géré notre argent pendant qu'il gérait sa réputation. Il m'a cru passive, résignée, trop naïve pour remarquer ce qui se passait sous mes yeux. Il pensait que signer ces papiers était inévitable, que je n'avais pas les moyens de me battre. Ce qu'il a oublié, c'est que des décennies à gérer une famille, ça apprend à une femme à observer, à planifier et à ne pas lâcher ce qui lui appartient. Le silence dans la salle était total. La juge Sanson a rendu sa décision préliminaire. Gel immédiat de tous les actifs communs et de ceux liés à Lumière Conseil. Augustine Fontaine conserve la jouissance exclusive du domicile conjugal. Pension provisoire fixée à 5 000 € par mois à la charge d'Hector Fontaine. Reconvocation dans 30 jours pour la décision définitive. Hector a regardé son avocat. « Je n'ai pas 5 000 € par mois. »« Trouvez-en », a répondu la juge. Cour levée. La décision définitive est tombée 30 jours plus tard. La maison m'était attribuée pleinement. 65% de l'ensemble des actifs du couple, y compris les fonds détournés via Lumière Conseil. Une prestation compensatoire de 6 000 € par mois pendant 10 ans, inscrite comme dette judiciaire, vu que Hector n'avait plus de revenus. La totalité de mes frais d'avocat à sa charge, environ 85 000 €. Hector regardait le sol. Son avocat, le seul qu'il pouvait encore se payer, rangeait ses dossiers en silence. Dans les semaines suivantes, le parquet a prononcé sa mise en examen pour abus de confiance, détournement de fonds et fraude fiscale. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 4 ans. Il en a purgé 2 avant d'être libéré. Sa licence professionnelle a été révoquée définitivement. Son ancien cabinet le poursuivait en parallèle en dommages et intérêts. Vanessa l'a quitté 2 semaines après la première audience. Éloise m'a dit qu'elle avait perdu le bébé, le stress selon ce qu'elle racontait,
Mais le timing était étrangement commode. Elle était repartie à Paris. Un journaliste avait publié un article sur son parcours avec les hommes mariés fortunés, noms, documents, témoignages. La toile n'a aucune mémoire courte. Dernière nouvelle, elle travaillait dans un centre d'appel à Rennes. Moi, j'ai vendu la maison de Bordeaux. Je sais que ça paraît étrange, après avoir tant bataillé pour la garder, mais je n'en voulais plus. Trop de pièces avec des souvenirs qui ne me ressemblèrent plus. J'ai acheté un mas en Provence, pas grand, mais avec un jardin immense et une vue sur les collines depuis la fenêtre de ma chambre. Vraiment à moi, acheté avec mon argent, sans aucun nom sur l'acte à côté du mien. Éloise est venue m'aider à m'installer. On a peint les murs ensemble, des teintes chaudes, ocre et vert sauge, les couleurs qui me font du bien. Joachim a monté des étagères et installé un coin lecture près de la fenêtre. « C'est exactement toi, ici, maman », a dit Éloise. Et c'était vrai. Je me suis inscrite à l'Université du temps libre à Aix-en-Provence. Histoire de l'art, écriture, littérature du XXe siècle. Tout ce que je n'avais jamais eu le temps d'apprendre vraiment. J'ai rejoint un club de lecture, je me suis fait de nouvelles amies qui ne connaissaient de moi que ce que je choisissais de partager. J'ai voyagé en Espagne avec Joachim, on a mangé des tapas et bu du vin en regardant le soleil se coucher sur Séville. Et puis, il y a eu Clément, un professeur de géographie à la retraite, drôle, curieux, qui ne m'a jamais donné l'impression d'avoir un âge à respecter. Rien de sérieux, juste du bien. Un après-midi de printemps, j'étais dans mon jardin quand une voiture a ralenti dans la rue. Une vieille berline que je ne reconnaissais pas tout de suite. Puis j'ai vu Hector derrière le volant. Il a roulé lentement, il regardait le mas, il me regardait. Il avait vieilli de 10 ans. Ses épaules étaient envoûtées, son visage creusé. Je me suis redressée. On s'est regardé une seconde. Je n'ai pas fait un geste. Puis je me suis retournée vers mes rosiers. Quand j'ai levé les yeux à nouveau, la voiture était partie. J'avais des fleurs à tailler et une vie à vivre. Ce que j'ai appris, c'est que la force ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Parfois, elle ressemble à une femme de 68 ans qui reste assise à sa table de cuisine toute une nuit à relire des documents et qui décide que non, elle ne va pas disparaître en silence. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ce qui vous appartient. Jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour découvrir qui on est vraiment quand on arrête de vivre pour les autres. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.